Nous sommes le mercredi 26 août. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. Évidemment qu'on va encore une fois revenir sur l'imposition de ces tarifs avec la riposte canadienne et plusieurs réactions à cette riposte, imposition de contre-tarifs, aide aussi annoncée pour les entreprises. Comment tout ça a été accueilli, résumé avec ma collègue Karine Matteux un peu plus tard à l'émission. C'est d'ailleurs encore beaucoup ce qui retient l'attention dans l'actualité ce matin, dans les grands quotidiens. Ce qui retient aussi beaucoup l'attention depuis hier, eh bien, c'est la mort de Dolly Parton. On a appris ça hier en après-midi. Julie-Jasmine Boudreau est avec nous en studio. Bonjour Julie-Jasmine. Bonjour Mathieu. Il en sera bien sûr question un peu plus tard à l'émission dans votre chronique d'actualité culturelle. Oui, puis hier, j'ai senti le besoin d'écouter du Dolly Parton. Après moi, vous n'êtes pas seul. En boucle, on est beaucoup comme ça. De regarder aussi mes photos de voyage. Je suis allée à Nashville il y a déjà quelques années. J'ai visité le studio RCA, Studio B, le fameux Studio B où Jolene a été enregistrée. Puis j'avais ce besoin-là de revoir ces photos-là parce que quand je suis rentrée dans ce studio-là, Mathieu, je vous le jure, j'ai arrêté de respirer. Je me suis dit, j'étais dans un endroit mythique où l'histoire de la musique américaine s'est écrite. Alors, il y a de ça, puis aussi des réactions, elles sont nombreuses et unanimes partout sur la planète, mais surtout aux États-Unis. Puis on fait un peu le point aussi en disant, en ce moment, les États-Unis sont divisés, mais ce qui les unit, c'est cette réaction face à la tristesse du départ d'une icône de la musique. Oui, voilà un point où les gens se rassemblent et se retrouvent. On en reparle un peu plus tard. Merci Julie-Jasmine. À tantôt. Au sport maintenant avec Olivier Pellerin. Bonjour Olivier. Bonjour. D'abord, au tennis, le tournoi de double mixte aura été de courte durée pour Félix Auger-Aliassime. Oui, effectivement, accompagné d'Alexandra et Ala, ils ont perdu en 2 manches de 4-1, 4-1 dès leur première rencontre pour mettre fin à leurs espoirs dans ce tournoi qui est un peu une présentation de grandes stars. On avait parlé entre autres de Serena Williams et Carlos Alcaraz qui étaient réunis. Il y a aussi eu Aryna Sabalenka et Novak Djokovic aussi éliminés d'entrée dans ce tournoi de double mixte qui ont été présentés au cours de cette soirée. Pour présenter les stars, on est un peu moins dans la performance, un peu plus dans le bonheur et le plaisir. On a vu beaucoup de sourires malgré les défaites parce que c'est un tournoi qui a un peu moins de valeur, disons-le, un tournoi qui est normalement présenté lors des tournois majeurs. On avait utilisé un peu cette formule-là la saison dernière. Ça n'a pas plu aux joueurs de double qui aimeraient avoir la chance de profiter de cette vitrine dès le début du tournoi. Et donc, voilà pour Félix qui aura des ambitions en individuel, donc dans le tableau en simple chez les hommes, mais n'aura pas eu nécessairement beaucoup de répétitions lors de ce tournoi en double mixte pour se mettre de l'avant. D'ailleurs, les qualifications se poursuivent aujourd'hui au tournoi à Flushing Meadows. Il y aura quelques Canadiens en action, entre autres Alexis Galarneau, Bianca Andreescu qui poursuivent aussi leur route, Carson Brandstein, donc d'autres Canadiens qui voudront s'ajouter dans le tableau principal de ce tournoi pour espérer pouvoir aller peut-être menacer et aller chercher quelques points dans le tableau principal. En cyclisme, la prochaine nouvelle pour quiconque suit le cyclisme est peut-être pas très, très surprenante. Tadej Pogačar, le Slovène, qui a pris une sérieuse option hier sur le titre du Tour d'Espagne. Il y avait eu cette 3e étape écourtée puis annulée en raison de ces grêlons tombés dans les derniers kilomètres de la course. Et avec 50 kilomètres à faire lors de l'étape 4 d'hier, où il y avait quelques cols intéressants, là, c'était vraiment une étape pour les grimpeurs, dont fait partie Tadej Pogačar, qui est la référence maintenant sur le cyclisme international. Il n'a fait qu'une bouchée de ses partenaires de jeu, si on peut dire. Il a pris la poutre d'escampette avec un peu moins de 50 kilomètres à faire et il a terminé au premier rang de cette 4e étape. Écoutez, il avait 9 secondes d'avance sur Wout van Aert au 2e rang du classement général. Maintenant, il a 2 minutes 39 secondes. Donc, il a ajouté 2 minutes 30 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Il est en tête, bien installé au premier rang de ce classement. Il est devant Jarno Vidar, le Belge qui donc occupe ce 2e rang. Donc, c'est vous dire à quel point il vient de mettre la main non seulement sur le maillot rouge et de manière sérieuse, mais peut-être déjà sur la victoire de ce tour. C'est la dernière victoire d'un grand tour qui lui manque. Il a déjà remporté à maintes reprises le Tour de France. Il le fait aussi au Giro. Et c'est pourquoi il s'aligne maintenant ce Tour d'Espagne. Il est un peu la seule tête d'affiche, réelle tête d'affiche lors de ce Tour d'Espagne. Et hier, il en a fait la démonstration. Aujourd'hui, 5e étape avec 173,3 km au programme
avec quelques bonnes montées aussi. Donc, on risque de voir encore Tadej Pogačar s'exprimer un peu. Basketball, la formation masculine canadienne qui a été annoncée en prévision de son passage au Centre Vidéotron à Québec. Oui, qui aura lieu dans quelques jours à peine au Centre Vidéotron. Bonne nouvelle parce qu'il y aura entre autres Lugansdor et Cam Birch, 2 Québécois qui seront de la formation canadienne. Il manque quand même de grands noms pour cet affrontement face à l'Argentine. Entre autres, Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett qui n'y seront pas, Dylan Brooks et Jamal Murray aussi qui avaient participé au tournoi olympique pour le Canada lors des Jeux de Paris en 2024 n'y seront pas non plus. On est dans un processus de qualification qui mènera à terme aux Jeux olympiques, mais pas que, là, aux grandes compétitions internationales. Mais quand même, on aura une représentation locale avec, entre autres, Lugansdor qui sera de la formation canadienne. Il y a beaucoup d'intérêt pour le basketball à travers le Québec, mais aussi dans la région de Québec. Donc, il y aura une belle démonstration là au Centre Vidéotron. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique Méran est là pour les prévisions de la météo. Bonjour. Bonjour. Chaud, humide? Encore de l'humidité? De l'humidité. Encore de l'humidité. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf, hein? De l'instabilité, de l'humidité. On aime ça l'été, mais ça regroupe toutes ces conditions-là. Et les températures vont remonter un peu aujourd'hui avec ça. Donc, 25-26 degrés. Indice humidex qui va nous amener à tout près de 29-31, tout dépendamment des secteurs. Plutôt beau temps. Il y a quelques brouillards ici et là ce matin. Un ciel en alternance soleil-nuage au pis-aller cet après-midi. Mais c'est une belle journée pour le sud, pour le centre du Québec. La nuit prochaine, on sera autour de 18 à Montréal, 13-15 degrés en secteur montagneux. Et demain, il fera beau essentiellement le matin. Par la suite, on ramènera les nuages. Et il y a un système qui va passer, donnant quelques averses, risque d'orage demain après-midi seulement, avec des températures encore de 25-26 degrés pour les régions plus au sud. Amélioration vendredi et il y a quand même du beau temps à venir en fin de semaine. La meilleure des deux journées sera celle de samedi. Du côté de l'Abitibi, c'est un peu le même scénario. Ciel variable dans l'ensemble. Les températures sont autour de 24 degrés pour aujourd'hui. Les averses sont à venir plus tard ce soir. Vers l'est du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, ciel en alternance soleil-nuage, des brouillards ici et là ce matin, 23-25 degrés. Ce sera la même chose vers la Gaspésie, la Côte-Nord, plus près de 22. Outre le brouillard, c'est plutôt du beau temps. Il fera beau demain aussi. Les précipitations seront plutôt prévues en fin de journée demain. Territoire ontarien, c'est nuageux sur la portion nord. On a même des avis de brouillard en vigueur. Secteur Sudbury, la visibilité qui n'est pas très bonne tôt ce matin. Ça va s'améliorer, mais ça va prendre quelques heures. 24-25 degrés sur la portion nord, 26 à 28 pour les régions plus au sud. Pas mal de soleil. Toronto, Windsor, Ottawa aujourd'hui. Et du beau temps dans l'ouest, ça se poursuit. Ça ne change pas. Vancouver, Edmonton, Calgary, ce sont des températures estivales, voire même près de la trentaine de degrés dans les prairies. 26 Regina, 24 à Winnipeg, toujours un soleil dominant. Le bémol, c'est la qualité de l'air sur le sud de la Saskatchewan en raison des feux, de la fumée par endroits aujourd'hui. Alors, qualité de l'air qui est un peu moins bonne de ce côté-là. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des quotidiens, on commence par le Globe and Mail et les questions, bien sûr, de l'imposition de ces contre-tarifs au Canada. Ottawa qui dévoile un plan de riposte ciblant 27,6 milliards de dollars de produits américains, 900 articles. On parle de fruits de mer, entre autres, des tarifs douaniers pouvant aller jusqu'à 50 %. Le Globe and Mail qui revient effectivement sur l'imposition de ces nouveaux droits de douane qui visent à soutenir le marché intérieur pour les entreprises canadiennes touchées par les tarifs américains. Le gouvernement qui a également présenté hier un plan d'aide de 7,5 milliards de dollars pour des mesures nouvelles, améliorées pour les travailleurs, pour les entreprises canadiennes également, qui sont touchées par l'imposition de ces tarifs américains. Vous avez les détails en une du Globe and Mail de ce matin. On va y revenir, nous, dans les prochaines minutes. Une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Oui, effectivement, ça va faire mal. Ça va toucher bien des consommateurs qui vont devoir encaisser le choc. Le journal qui est allé à la rencontre de consommateurs et plusieurs, en tout cas, consommateurs rencontrés par le journal défendent la réaction canadienne malgré les conséquences sur leur portefeuille. Une des personnes interrogées par le journal dit le gouvernement du Canada n'avait pas vraiment le choix. Donald Trump est un prédateur. L'homme dit qu'il va éviter d'acheter des produits américains, tant sur les tablettes en magasin que dans les restaurants. D'autres disent que ça les effraie parce que c'est une femme, vous voyez, rencontrée dans la section des jouets d'un magasin qui estime que le coût de la vie est déjà pas facile
difficile, ça coûte déjà cher, donc elle craint l'impact sur son portefeuille. Des détails à lire et les explications également des produits de la riposte canadienne qui sont touchés par les contre-tarifs canadiens dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec de ce matin. Dans la presse aussi, on parle de la guerre commerciale. Tourner le dos à son meilleur ami. La presse s'est rendue à Plattsburgh, dans l'État de New York. En photo, d'ailleurs, une femme qui tient un drapeau. C'est un mélange entre le drapeau américain et le drapeau canadien. J'ai honte, juste de l'autre côté de la frontière. En tout cas, c'est le sentiment que partagent de nombreux Américains rencontrés par la presse face aux attaques économiques de Donald Trump contre le Canada. Et dans l'article, il y a des gens qui appuient et qui ont voté pour Donald Trump, qui sont assez d'accord avec les décisions qu'il prend depuis qu'il est à la Maison-Blanche, mais qui trouvent que cette guerre commerciale avec le Canada va trop loin. Évidemment, c'est une ville où il y a beaucoup de Canadiens qui se rendent dans l'État de New York, la ville de Plattsburgh. C'est aussi la une du Devoir de ce matin qui nous parle également des élections à venir au Québec vers un scrutin déterminant pour le Québec. 223 lecteurs du Devoir ont fait part de leurs attentes en vue des élections. Ils ont besoin d'être rassurés face à l'incertitude actuelle. On parle d'un scrutin d'une importance rarement vue au Québec et des lecteurs du Devoir. Le quotidien a lancé un appel à tous au cours des dernières semaines pour former un panel d'électeurs qui s'inquiètent, entre autres, pour l'État-providence, la hausse du coût de la vie, des politiques publiques précaires. Bref, beaucoup d'inquiétudes. Et ce panel, donc, sera consulté par le Devoir tout au long des élections à venir au Québec. Et je termine avec les coops de l'information. À 98 ans, il gagne un combat contre les frais obligatoires en RPA. C'est Justine Mercier de l'équipe d'enquête des coops qui signe l'article. C'est un homme de 98 ans qui a remporté une bataille judiciaire susceptible de faire diminuer les frais imposés aux locataires des résidences privées pour aînés et pour des services dont ils ne veulent pas, comme l'entretien ménager, le lavage ou encore justement le lavage, l'entretien ménager, ce genre de choses. C'est effectivement une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes, souligne le juge qui a rendu la décision en cours du Québec. Essentiellement, M. Petitgrou était dans une résidence, vit dans des résidences Soleil, et puis il devait payer pour son loyer, mais également pour d'autres frais comme le lavage, même s'il avait une laveuse et une sécheuse dans son appartement, des frais de 118 $ par mois qui s'ajoutaient donc à son loyer. Il a fait des contestations devant le commissaire aux plaintes, devant le tribunal administratif du logement, a été débouté à chaque fois, s'est rendu jusqu'en cour du Québec et il a gagné. Les résidences Soleil vont devoir lui rembourser plusieurs milliers de dollars et ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble des résidents des RPA, des résidences privées pour aînés. Son témoignage et les détails de cette cause à lire ce matin dans les coops de l'Info. C'était annoncé, on s'attendait à ça, une réplique dollar pour dollar aux droits de douane imposés par les États-Unis. Annonce hier d'Ottawa. Dès le 8 septembre, il y aura de nouveaux tarifs entre 15 et 50 %, dépendamment des produits. Et il y en a pas mal des produits qui sont touchés. Karine Matteux est avec nous en studio. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. Oui, les secteurs visés sont essentiellement les mêmes que ceux touchés par les tarifs qui sont imposés par Washington. Oui, des centaines de produits qui sont visés dans les secteurs de l'acier, des produits laitiers et de la mer, des appareils électroménagers, des pâtes et papiers, des vêtements aussi, de l'électronique, des consoles de jeux, par exemple. C'est une réplique qui touchera quelques 27-28 milliards de dollars de produits américains, donc à peu près la même valeur d'exportation canadienne touchée par les tarifs. Le gouvernement fédéral dit avoir priorisé une réponse mesurée, mais ciblée. Et contrairement à ce que certains semblaient croire, la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, dit que le gouvernement cible des États américains clés pour mettre la pression sur l'administration Trump en vue des élections de mi-mandat. Écoutons-la. On a toujours été clair qu'on allait être stratégique et qu'on allait cibler des États. On l'avait fait à l'époque. Et vous savez quoi? On pense aussi que les tarifs qui ont été mis en place ciblent aussi des entreprises stratégiques, des régions du pays stratégiques. Elle dit aussi que le Canada ne va pas jouer toutes ses cartes dès maintenant. Donc, c'est une première offensive et on verra. Autre point important, Ottawa a annoncé 7,5 milliards de dollars d'aide pour appuyer les travailleurs et les entreprises touchées. Des réactions politiques? Oui, le chef du Bloc québécois, François Blanchet, était en entrevue à l'émission 24/60 hier soir. Écoutons-le. Je maintiens qu'une réponse forte et politique devait être faite. Je maintiens toutefois que les revenus générés par les contre-tarifs doivent être entièrement réservés aux secteurs et aux entreprises touchées.
Alors, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, lui, demande au gouvernement de convoquer la Chambre des communes. Il veut savoir quel sera l'impact des contre-tarifs sur les factures d'épicerie et aussi sur le prix de l'essence. Pour ce qui est des provinces, la première ministre, Christine Fréchette, craint que la riposte ne nuise à certaines entreprises québécoises et que l'aide accordée ne soit pas suffisante. D'ailleurs, elle va prendre le pouls des entreprises et fera des représentations auprès d'Ottawa pour ajuster le tir. La première ministre albertaine, Danielle Smith, elle, privilégie plutôt la négociation et la diplomatie, ce qui lui a attiré les critiques de son homologue ontarien Doug Ford, qui juge qu'elle ne joue pas avec l'équipe Canada. Écoutons l'analyse du professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boilly. Je pense qu'on ne peut pas parler encore de l'implosion, mais on peut parler d'un foyer de tension qui pourrait se développer et qui pourrait conduire à des très grandes difficultés pour le premier ministre Mark Carney. Les entreprises, quand même, demeurent inquiètes pour plusieurs. Oui, certains secteurs comme le textile et les vêtements sont touchés directement par les tarifs. Le fabricant Quartz en fait partie. Près de 15 de ses ventes sont faites aux États-Unis. Son président, Jean-Philippe Robert. C'est un impact majeur. On est dans le secteur du détail. Chaque vente compte et c'est ça qui peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise année. On a planifié de l'inventaire, des investissements. Donc, on a des discussions parfois difficiles avec nos partenaires américains. Qui va absorber les frais finalement? Par ailleurs, les appels à l'achat local se multiplient partout au pays. Merci, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. Ça, c'est un duo, Julie Jasmine, entre Dolly Parton et Miley Cyrus. On est en 2022. Elles étaient les deux ensemble sur scène. J'apprends d'ailleurs que Miley Cyrus est la filleule de Dolly Parton. Plusieurs réactions. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Aussi disponible en direct sur Radio-Canada Audio. Du cœur aux idées. Bonjour, ici Élise Jeté. Ottawa riposte avec des contre-tarifs qui toucheront plus de 27 milliards de dollars de produits américains après l'échec des négociations pour un accord commercial avec les États-Unis. Les secteurs visés sont les mêmes que ceux touchés par les nouveaux droits de douane de 50 % imposés par Washington. La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, affirme que la stratégie du fédéral cible certains États américains pour mettre de la pression sur l'administration Trump qui se prépare en vue des élections de mi-mandat. On a toujours été clair qu'on allait être stratégique et qu'on allait cibler des États. On l'avait fait à l'époque. Et vous savez quoi? On pense aussi que les tarifs qui ont été mis en place ciblent aussi des entreprises stratégiques, des régions du pays stratégiques. Et donc, dans les circonstances, on doit être capable de ne pas agir de façon impromptue, rapide. Non, on a pensé cette liste de contre-tarifs. Le fédéral a également annoncé un peu plus de 7 milliards de dollars d'aide pour appuyer les travailleurs et les entreprises touchées par les tarifs américains. Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs se préoccupent quant à eux des effets cumulatifs de cette guerre tarifaire avec les États-Unis. Julie Landry a recueilli des réactions. C'est que ça crée beaucoup d'incertitudes. Que les entreprises canadiennes soient touchées directement ou non par les contre-tarifs, le climat actuel crée de l'inquiétude, comme l'explique Yves Lacroix, le PDG de Fab 3R, un des importants manufacturiers nord-américains spécialisés dans la fabrication de pièces de grand format. Cette incertitude-là retarde les projets d'investissement. Certaines entreprises canadiennes, comme celles qui transforment les produits de la mer, sont directement affectées parce que dans certains cas, elles importent des fruits de mer des États-Unis, comme le homard, pour le transformer, comme l'explique Chris Vascotto, directeur de la Nova Scotia Seafood Alliance. L'important, selon de nombreux entrepreneurs, c'est que les négociations reprennent entre les deux pays. Kim Hackstad, du Conseil des industries forestières de la Colombie-Britannique, espère que les contre-tarifs créeront assez de pression pour faire bouger les États-Unis. D'autres, comme l'industrie des camionneurs du Québec, applaudissent les programmes d'aide, mais Simon Gaudreault, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, espère que ces programmes seront plus inclusifs que ceux qui avaient été annoncés l'an dernier. Il y avait seulement
13% des PME qui étaient au courant de ces programmes-là et seulement 1% qui les avaient utilisés. Ottawa a annoncé 7,5 milliards de dollars pour aider les travailleurs et les entreprises du pays à faire face à la tempête. Ici Julie Landry, Radio-Canada, Vancouver. C'est aussi l'inquiétude dans l'industrie automobile. Après l'échec des négociations avec le gouvernement Carney, Donald Trump a promis de faire passer les tarifs douaniers de 25 à 50 % à compter du 1er janvier sur les pièces et les voitures fabriquées au Canada. Certains constructeurs risquent d'être contraints de transférer leur production aux États-Unis pour survivre, selon le rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile, Benoît Charette. On ne peut pas supporter 50 % on ne peut pas supporter 25 %. Déjà, là, depuis un an, l'usine de Camy, qui appartenait à GM, où on fabriquait le Bright Drop, a fermé. L'usine de Brampton, qui appartient à Stellantis, est fermée depuis 2024. On n'a toujours pas trouvé preneur. L'usine de Oshawa fonctionne à 30-35 %. On a déjà là, des séquelles sérieuses en ce moment. Le country perd sa plus grande ambassadrice. La célèbre chanteuse Dolly Parton est morte à l'âge de 80 ans. Sa famille a annoncé son décès sur les réseaux sociaux sans préciser la cause. Ces dernières années, la légende de la musique country avait été contrainte d'annuler de nombreux concerts pour des raisons de santé. Avec sa prolifique carrière, elle aura marqué la chanson à tout jamais. David Savoie revient sur sa vie. Jolie, jolie, jolie. Même ceux qui n'apprécient pas le country connaissent ses chansons. Dolly Parton, avec ses cheveux blonds platine et sa voix de soprano unique, a incarné le genre musical dans l'imaginaire collectif. Née dans le Tennessee rural en 1946 au sein d'une famille pauvre, Dolly Parton amorce très tôt sa carrière musicale. À 13 ans, elle enregistre déjà sa première chanson, Puppy Love. Quelques années plus tard, l'artiste enchaîne les pièces à succès, comme Coat of Many Colors. Ses 60 ans de carrière seront prolifiques. 3000 chansons, des dizaines d'albums, plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde. Et surtout, des titres qui resteront dans les mémoires. Son parcours a été émaillé de récompenses, Emmy, Grammy, Oscar, Tony et un prix pour son travail humanitaire. Le magazine Billboard la classe comme la première artiste de country de tous les temps, rien de moins. Elle a aussi joué dans une dizaine de films et à l'abri des projecteurs, elle a aussi contribué à la société américaine, en s'impliquant notamment dans de nombreuses organisations communautaires. Ici David Savoie, Radio-Canada, Montréal. Et le film Nina Rosa de la Québécoise Geneviève Duluth de Selle représentera le Canada dans la course aux Oscars. L'œuvre, qui a récolté de nombreux prix à travers le monde cette année, raconte l'histoire d'une artiste bulgare de 8 ans, prodige de la peinture, qui voit sa vie chamboulée après la diffusion d'une vidéo devenue virale. Les nominations seront dévoilées le 11 janvier et la cérémonie aura lieu le 14 mars. C'était les informations de Radio-Canada. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, consultez notre application Info. Bonne journée à l'antenne d'ici Première.